Et bonjour, voici notre 9e épisode de la vie de Jean-Sébastien Bach. Je vous ai choisi le Magnificat qu'il a composé, nous l'avions laissé à Köthen, qui est une petite ville près de Leipzig, qu'il a composé à 2 reprises lorsqu'il sera à Leipzig. C'est une musique très très joyeuse, à la gloire, à l'émerveillement de ce qui peut nous arriver de meilleur dans la vie. Et pourquoi l'a-t-il composé à 2 reprises? C'est parce qu'il l'a fait une première fois dans une tonalité en mi bémol majeur, et il a estimé que l'usage des trompettes serait beaucoup mieux mis en valeur. Il les a ajoutées alors à sa version, première version. Il a changé la tonalité en ré bémol majeur, ce qui a donné beaucoup plus d'éclat au jeu des trompettes qu'on entend assez souvent pendant ce Magnificat. Alors, musique joyeuse évidemment, musique pleine d'espérance. Et alors, je vous ai choisi ça alors que je vous ai parlé de sa profonde tristesse d'avoir perdu son épouse en 1720 lors d'un de ses retours de voyage, lorsqu'il accompagnait le duc Léopold à sa cure d'eau de Karlsbad. Eh bien, ce chagrin qui l'a complètement broyé, qui lui a donné envie de recomposer de la musique religieuse, qui l'a mené vers son départ de Köthen. Il n'a plus fait marche arrière. Le duc Léopold sentait bien que ce n'était plus le même Jean-Sébastien Bach, qu'il voulait aller vers un ailleurs. Et donc, les liens ne se sont pas défaits, mais voilà, le cœur et la tête de Jean-Sébastien Bach étaient ailleurs et étaient déjà tournés vers l'avenir. Il pensait à ses enfants, il pensait qu'il fallait leur trouver un lieu où ils puissent aller dans une université. Le duc Léopold, lui, se marie avec son épouse qui n'appréciait pas très fort la musique. Donc voilà. Alors la joie dans tout ça, l'émerveillement dans tout cela. Eh bien, cet émerveillement va arriver à la cour du duc Léopold sous la forme d'une charmante jeune femme, cantatrice à la cour du duc Léopold de Anhalt-Köthen, avec une voix en or. Et Jean-Sébastien Bach va revivre grâce à cette voix et à la présence de cette jeune femme. Ça reste un musicien, donc quand il peut s'émerveiller d'une voix pure, cristalline, fraîche, qui lui remue le cœur, eh bien, il reprend espoir. Sa première épouse était déjà une jolie voix, une jolie soprane. Mais ici, il s'agit d'une cantatrice professionnelle et très rare pour l'époque, qui vivait déjà de son art. Donc, elle avait une rémunération de la moitié de l'importance de ce que percevait Jean-Sébastien Bach à cette époque-là. Ce n'est pas une inconnue pour Jean-Sébastien Bach. Elle s'appelle Anna Magdalena Wilcke. Et Wilcke, c'est un ami, certes qu'il ne voit pas souvent, mais c'est un ami de longue date de Jean-Sébastien Bach. Les Wilcke sont une famille de musiciens qui remonte à la même période que l'essor de la famille de musiciens de Jean-Sébastien Bach, au XVIe siècle. Mais ce sont des trompettistes de père en fils, d'oncle à neveu dans cette famille Wilcke. Et donc, Anna Magdalena, elle est Wilcke. Elle n'est pas trompettiste parce qu'une femme ne jouait pas de la trompette à cette époque-là. Elle est soprane, cantatrice. Elle est très douce. Elle a une admiration sans borne pour Jean-Sébastien Bach. Et aussi, elle compatit au fait que Jean-Sébastien Bach est veuf avec 4 enfants et que voilà, le courant passe bien entre elle, qui est plus jeune et donc qui est un peu la grande sœur adoptive des enfants de Jean-Sébastien Bach. Et Bach se remet à composer et est apaisé par cette amitié qu'il éprouve pour Anna Magdalena. Ils vont se marier
Donc, ça se passe à peu près 1 an et demi après le décès de son épouse. Ils vont se marier. Et donc, nous sommes alors en 1721, on va dire vers juin 21. Et Jean-Sébastien Bach va faire plusieurs concours pour quitter la cour de Köthen. Il va se présenter à Hambourg parce que l'organiste Reinken est décédé, mais il n'acceptera pas la place parce qu'à ce moment-là, il y avait une coutume de faire payer les organistes. Enfin, les organistes devaient acheter leur place, mais une somme assez rondelette que Jean-Sébastien Bach ne pouvait pas allouer à cela. Donc, il renonce au poste de Hambourg. Il va espérer pendant tout un temps avoir une place auprès du margrave de Brandebourg qui lui avait demandé de lui envoyer des œuvres parce qu'il avait apprécié ce qu'il avait entendu en concert de la musique de Jean-Sébastien Bach. Et Jean-Sébastien Bach va compiler, d'après toutes ces œuvres qu'il a faites et des idées nouvelles, 6 concertos qu'on va appeler les concertos brandebourgeois. Donc, il va assembler des pièces qu'il a composées pour l'église ou pour la cour. Il va leur donner une ossature et il va en faire 6 concertos pour trompette, un pour violon, d'autres pour le hautbois, le clavecin et le margrave de Brandebourg qui est un personnage très important parce qu'il est l'oncle du prince héritier du roi de Prusse. Eh bien, le prince donc le margrave est très 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 heureux, flatté de cet envoi des 6 concertos, mais aucune place ne se libère à sa cour pour Jean-Sébastien Bach. Alors, Jean-Sébastien Bach va tenter sa chance à Leipzig parce que il voudrait quand même que ses enfants puissent suivre une scolarité et plus tard suivre les cours de l'université. Il n'y a pas d'université à Köthen ou dans les environs. À Berlin, l'université n'existe pas encore. Et à Leipzig, bon, c'est une université qui a été fondée en 1200, plus ou moins à la même année que la Sorbonne de Paris. Et donc, Jean-Sébastien Bach voudrait postuler le poste de cantor, donc ça veut dire directeur de la musique de la ville de Leipzig, avec surtout une branche pédagogique importante auprès des apprentis chanteurs de l'église Saint-Thomas de Leipzig. Et ce postulat, donc les concours qu'il va passer pour pouvoir être cantor à Leipzig, ça va prendre plus d'1 an. Parce que Leipzig a une habitude de donner les postes de cantor soit à ceux qui sont nés à Leipzig, soit ceux qui ont suivi le cursus universitaire de l'université de Leipzig. Et il savait très bien que Jean-Sébastien Bach avait dû renoncer à suivre des cours universitaires par manque d'argent, mais il l'appréciait quand même parce qu'il connaissait sa réputation d'excellent organiste. Alors bon, on lui a fait passer un tas de concours. Il a dû répondre de ses connaissances dans la langue latine. Il a dû à 3 reprises venir présenter des cantates et des motets. Et bon, il a arraché ce poste. Il voulait absolument être à Leipzig. Pas parce que cantor c'était plus important que Kapellmeister, au contraire, il a un peu régressé dans l'ambition hiérarchique en acceptant un poste de cantor, en fait, parce que pendant la journée il devait enseigner, donc il n'avait pas tellement le temps de composer. Mais lui voyait la stabilité avec sa nouvelle union avec Anna Magdalena, et il voyait la possibilité pour ses fils de suivre les cours à l'université. Bon, il a obtenu ce poste, et en mai de 1723, 4 énormes charrettes vont quitter Köthen remplies de meubles, 2 voitures remplies d'enfants et d'élèves qui vont suivre Jean-Sébastien Bach à Leipzig.
Et ils font leur entrée, donc mai c'est déjà le mois le plus beau où les oiseaux chantent, où les fleurs fleurissent partout, où on fait les promenades en ville et bon, où la joie du printemps fait renaître tous les cœurs. Et donc ils arrivent avec cette belle lumière du mois de mai à Leipzig. Ils sont logés dans le pan gauche de l'internat qui jouxte l'église de Saint-Thomas de Leipzig, et ils ont un spacieux appartement remis complètement à neuf, avec des fenêtres au sud, donc une belle lumière, un cabinet de travail pour Jean-Sébastien Bach. Ses enfants sont ravis, sa femme aussi, qui abandonne sa profession de cantatrice pour se consacrer uniquement aux travaux de Jean-Sébastien. Elle va être sa femme à tout faire, on va dire. Elle va superviser les copies, connaissant la musique et tout, elle l'aidera, le secondera dans l'enseignement du clavecin et du chant à l'école de Saint-Thomas de Leipzig. Et donc voilà une nouvelle vie qui va commencer pour Jean-Sébastien Bach. Donc mai, au mois de mai. Il n'y a pas trop de fêtes importantes dans l'année liturgique de mai à décembre, à novembre, on va dire, où la période de l'Avent commence. Et Bach avait l'obligation dans ce poste, non seulement d'étudier, de professer, de donner cours à 55 enfants en priorité, mais il y en avait plus de 200 en tout qu'il devait superviser. Il devait former 4 chorales avec ses enfants, parce qu'il y avait 4 églises dont il était responsable. Il devait en même temps assumer tous les concerts de l'université. Donc c'était devenu un personnage très important à Leipzig dans la vie culturelle. Donc il faisait ça, et il avait l'obligation en plus de composer une cantate par semaine. Donc, il est loin de Weimar où on lui a demandé une fois par mois, hein, donc une fois par semaine. Alors, comment se passaient ces journées? Eh bien, pendant la journée, il donnait cours à ses petits schnappants. et puis alors, tous les soirs, il préparait sa cantate pour le dimanche. Et le samedi avait lieu la répétition générale de la cantate, qui était donnée le dimanche. Donc, il y avait une seule répétition. Mais il devait la composer, puis la faire transcrire sur parchemin, au moins pour 12 chanteurs. Voilà. Pourquoi 12 chanteurs? Parce que ces cantates-là étaient composées pour 4 voix différentes. Et il y avait 3 jeunes choristes par voix. Donc, il y avait le soprano, il y avait l'alto, il y avait le ténor, il y avait la basse. Et donc, il y avait 3 chanteurs par ces différentes voix-là. Et donc, évidemment, ils savaient lire la musique, ces chanteurs-là. Mais il fallait quand même une répétition qui avait lieu le samedi. Alors, c'était quand même un peu bâclé. Donc, souvent, Jean-Sébastien Bach n'était pas satisfait du résultat, mais devait honorer cette obligation de cette cantate. Et il avait dans le cœur l'émerveillement encore de la rencontre avec son épouse de Köthen, et lui trottait en tête de faire une très belle orchestration autour du Magnificat, justement. Et le Magnificat, on le chantait